Nuage magique. Kamehameha. De devenir clown, manga, enfin ça s'appelle un mano ou de cinéma ou de remplacement pour écrire un rôle pour le clown. Mais Pour Japan Expo, en fait, c'est ma convention préférée. Pourquoi? Parce que c'était la première pour moi. C'est celle qui m'a montré que j'avais un public. Et en plus, elle est réalisée par des amoureux du Japon et des mangas et des animés. Donc voilà, on s'est rencontrés, c'était une belle rencontre et ça fait 20 ans que ça dure, enfin même plus que 20 ans. C'est-à-dire, vous avez réalisé que vous aviez un public? C'est-à-dire, comment ça s'est passé la première fois? C'est-à-dire que la première fois, c'était la première Japan Expo. Et on est venu me chercher à la maison, enfin, on est venu me téléphoner, je pense, ou venir me chercher, pour me dire, tu vas venir à une convention geek, et on va parler du Japon, des animés, des choses comme ça. Enfin, on disait même pas animés, on disait dessins animés. Et puis voilà, puis je suis allée par curiosité en me disant, ils sont marrants ces petits jeunes, voilà. Et puis ça a été le début d'une très grande aventure de Paris au Japon, de Paris au manga, de Paris aux animés. Et puis voilà, ça fait toute ma route depuis plus de 30 ans maintenant. Et vous avez toujours les gens qui viennent vous voir maintenant pour avoir une dédicace, ils sont quel âge généralement? Alors le public, c'est génial parce que c'est intergénérationnel. Il y a évidemment les pionniers du Club d'eau, mais qu'on fait des enfants. Et ces enfants sont férus d'animés et de mangas. Et pour eux, je représente leur premier amour en fait. Et puis, du coup, ils viennent, eux, et puis ils ont donné un petit peu la maladie à leurs enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des quarantenaires, des trentenaires, j'ai les ados, et puis maintenant, avec Dragon Ball Super, j'ai les nouveaux. Et puis Boji, là, je viens de faire Ranking of King en animé, et, pour Crunchyroll. Et j'ai gagné le prix de l'interprétation française. Voilà, j'en suis très fière pour le petit Boji. Justement, vous parliez du Club d'eau. Ouais. Il y a quelque chose chez vous qui rappelle beaucoup Dorothée, sauf que Dorothée, elle reste, c'est la seconde maman de toute une génération, voire deux, on la connaît encore. Mais elle n'est pas connue des plus jeunes. Vous étiez moins célèbre, on vous connaissait moins physiquement, enfin même pas du tout au début, que Dorothée. Et aujourd'hui, on vous voit partout. Comment vous expliquez à la fois cette longévité et cette célébrité un peu acquise sur le tard. Après coup, c'est normal en fait. Au départ, nous, on est dans un studio noir, on enregistre. On sait même pas, enfin, on sait qu'on a du public, mais on ne le connaît pas. On n'a jamais affaire à lui, contrairement au théâtre ou au cinéma où quand on joue, on voit tout de suite le public et on voit sa réaction. Là, c'était chacun chez soi et les gens étaient derrière leur télé. Et on ne savait pas qu'on était aussi observés, aussi aimés, quoi. Et grâce aux réseaux sociaux, bien plus tard et après le Club d'eau, on nous a fait apparaître en nous joignant directement, quoi. Grâce aux réseaux sociaux, les gens ont pu nous contacter directement, dire « Oh là là, j'adore ce que tu fais », etc. Et du coup, j'ai commencé, moi, à avoir mes premières relations avec mon public comme ça. Puis est arrivé Japan Expo. Japan Expo me met sur scène en me disant « Tu vas faire une conférence ». Je dis « Mais une conférence sur quoi ?» Sur ton métier. Et je pensais que ça n'intéresserait personne. Et puis, en fait, je suis arrivée sur scène, par le derrière de la scène, et il y avait des milliers de gens devant moi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas moi qui les intéresse. Et en fait, si, ils étaient intéressés par notre métier, par qui on était. Ils nous connaissaient par cœur. Et je me rends compte que les gens connaissent mieux que moi ce que j'ai fait de toute ma carrière, quoi. Et c'est chouette, et ça fait des relations tendres et très serrées avec le public. Et du coup, on est apparu comme ça dans les années, ça devait être à partir de 2005, quoi. Du coup, c'est tardif.
Et aujourd'hui, ben, ça explose avec les réseaux. Moi, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Ma chaîne, je crois qu'elle a explosé tous les compteurs le premier jour. C'est assez rigolo. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Ce qui fait que ben, voilà, les gens sont là, on discute, on échange. Et puis, voilà, j'apparais sur tous les réseaux maintenant, TikTok, Insta, etc. Ce qui permet de parler avec tout le monde parce que les petits sont plutôt sur TikTok et Insta. Les grands sont plutôt sur Facebook et Insta aussi un peu. Et puis, les gens passionnés sont sur YouTube et c'est chouette. Et vous avez combien d'abonnés alors? Je crois que j'en suis à 280 et des poussières. Sur YouTube, en tout? Alors là, je ne sais pas. Non, j'en ai sur TikTok plus de 100 000, je crois, et sur Insta, je ne sais pas du tout. En fait, je ne regarde pas trop, je ne suis pas une fana des chiffres, quoi. Ce qui est important, c'est d'avoir des super rencontres avec les gens, de voyager de ville en ville et d'être tellement attendu. Ça fait chaud au cœur après tant d'années, quoi. Puis tant d'années dans le noir. C'est ça qui est incroyable. Est-ce que vous vous considérez comme une influenceuse? Je dois l'être d'une façon ou d'une autre, mais c'est plutôt une influenceuse, comment dirais-je, au niveau des mangas, des goûts, je dirais que c'est plutôt je ne sais pas comment dire, c'est plutôt une amie, une confidente, j'ai plutôt cette image-là en fait. La maman, la nounou, la grand-mère, tout le truc cocoon, le doudou. En fait, je pense que je suis le doudou de plein de générations. Voilà, des quarantenaires aux petits d'aujourd'hui. Et alors, ce qui fait que c'est chouette parce qu'il y a un côté influence, effectivement, c'est que quand je me lance dans une aventure, en fait, eh bien, il y a toute la communauté qui est derrière et qui me suit pour tout. Et ça, c'est génial. Si je dis, je vais faire une lecture à Japan Expo, je suis sûre que ça va être blindé. Si je dis, je vais aller faire un film à Tombouctou, je suis sûre que ça va être blindé. Et si je dis, j'ai une envie, est-ce que vous pourriez m'aider? Tout le monde sera là derrière moi. Et ça, c'est précieux pour un artiste. Est-ce que ça génère des revenus supplémentaires? Alors certainement, mais c'est pas le but en fait. Moi, sur ma chaîne, évidemment, j'ai eu besoin de collaborateurs, parce qu'au début, je pensais pouvoir faire toute seule, ou à 1 ou 2 ou 3. Mais en fait, c'est pas possible, puisque ça a beaucoup évolué, beaucoup grandi très vite. Et donc, j'ai eu besoin de collaborateurs pour monter, pour filmer, pour me suivre dans mes aventures. J'ai des aventures chaque jour, donc il faut me suivre quand même. Et du coup, j'ai à cœur de payer toute mon équipe. Et effectivement, chaque fois qu'il y a 3 sous à gagner, c'est génial pour toute l'équipe, quoi. Dont votre fils, du coup? Oui, je travaille avec mon fils, qui est mon manager, mon collaborateur. Et puis, sur Japan Expo, là, il nous a fait un montage image formidable, quoi. Je pense que sans lui, on n'aurait pas pu faire cette lecture, parce que moi, au début, j'étais partie d'un manga papier. Donc, je pensais prendre le livre et le lire dans les mains, comme ça. Sauf que Picoma, qui est génial d'ailleurs, nous a donné un Smarttoon. Sauf que le Smarttoon, ça se lit en scrollant. Et en fait, on peut pas, nos yeux ne peuvent pas lire quand c'est scrollé. Mais il y a des images qui commencent sur une image, mais qui finissent 2 ou 3 images plus tard. Et c'est facile sur un téléphone, mais c'est impossible sur un cadran, quoi. Donc, grâce à Louis, on a fait un montage au niveau du texte de Pick Me Up et au niveau des images, où il nous a fait défiler les images qui étaient plus grandes que l'écran. Voilà. Et merci Louis, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un Smarttoon? Alors, un Smarttoon, c'est comme un manga, sauf que c'est un manga qui va se lire, il y en a beaucoup en Corée en fait, qui va se lire sur un smartphone. Et en fait, chaque jour en Corée, les gens sont habitués à s'abonner à un manga, enfin ça s'appelle un manhwa là-bas. Et chaque jour, ils ont 2, 3, 4 pages de leur manhwa préféré, ce qui va être lancé sur leur Smarttoon. Donc le matin, ils vont prendre
les transports. Et puis, vous regardez leur petite histoire, leur chapitre, voilà, 1 ou 2 chapitres suivant les éditions, les éditeurs. Voilà. Et nous, on va prendre ce Smartoon et le défilé du début jusqu'à la fin, avec un moment de résumé, parce qu'il faudrait des jours pour le lire en entier, mais voilà. Et est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours? Vous avez fait des études scientifiques? Oui, j'ai fait des études scientifiques. Avant de faire une école de clown. Oui. Comment on se retrouve voilà, d'études scientifiques à Sengoku? On se retrouve par hasard sur Sengoku, mais en fait, voilà, on va tous à l'école et puis à un moment, on a des désirs. Moi, mon désir, c'était de devenir clown. Et malheureusement, surtout à mon époque, on nous disait que, on me disait que clown, c'est un métier pour les garçons. Et donc, c'était pas fait pour moi, quoi. Donc, j'avais occulté ce désir, en fait. Et puis, j'ai suivi mes études comme tout un chacun. Puis, ça roulait correctement, quoi, voilà. Et effectivement, j'ai fait des maths, j'aime bien les mathématiques. Et puis, à la sortie du bac, en fait, il y a une école du cirque qui s'est ouverte, qui s'appelait l'école d'Annie Fratellini. Alors, Annie Fratellini, c'était une femme et c'était un clown. Donc, c'était un peu magique, quoi. Donc, j'ai dit, voilà, il faut que j'y aille. Alors, aux grandes dames de mes parents qui pensaient que j'allais faire des très belles études après. Mais bon, finalement, ils ne regrettent rien. Et moi non plus, hein. Puis après, voilà, j'ai fait du cirque. Du cirque, on m'a appelé pour faire du théâtre. Du théâtre, on m'a appelé pour chanter un petit peu. Et puis au théâtre, on est venu me chercher pour faire de la pub, puis du doublage. Parce qu'en fait, tous les gens qui font du doublage sont des comédiens, ou de théâtre, ou de cinéma, ou de télévision. Enfin, voilà, pour faire du doublage, il faut être comédien. Et vous avez doublé un personnage d'Alf? C'était quoi votre premier? Oui, mon premier, je crois que c'était les triplés. Je faisais les 2 petits garçons triplés. Je me souviens, j'enregistrais avec Nicole Lambert à côté d'elle. Je crois que le premier dessin animé, ça a été Bouli. Mais avant, j'avais fait des petits rôles dans des séries genre Côte Ouest, etc. Et puis, sont arrivées les autres séries comme Alf, effectivement, où je fais le petit garçon, Alerte à Malibu, où je fais le fils du héros. Enfin, je faisais souvent les enfants ou les petits héros, voilà. Et pourquoi? Comment vous êtes spécialisée dans le doublage des enfants? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, je ne suis pas très, très grande. Et du coup, au théâtre, on me faisait jouer souvent des enfants ou des schtroumpfs, des petits trucs bizarres. Et c'est vrai que sur scène, je paraissais vraiment minuscule. Et quand je jouais Louison dans le Malade imaginaire, en fait, tout le monde pensait que c'était vraiment une vraie petite fille qui jouait sur scène. J'ai joué Le Milieu nulle part, où je faisais un petit garçon. Et pareil, les gens pensaient que c'était un petit garçon qui était sur scène. Ce qui fait que naturellement, on est venu me chercher pour faire des enfants, quoi. Parce qu'en plus, j'avais la voix qui allait avec. Quand j'incarne un personnage, en fait, la voix change naturellement, quoi. C'est chouette. Et Sengoku, alors, comment Sengoku, il parle comme ça, non? Tu veux un nuage magique? Tu sais comment on fait pour avoir un nuage magique? Tu fais « Nuage magique !» Et hop, il arrive. Et comment vous vous êtes retrouvée à faire des nuages magiques Alors, comment voilà, une fois qu'on est comédien, les gens nous rencontrent, nous voient jouer, etc., ou nous entendent. Et puis là, il y a les directeurs artistiques qui viennent nous chercher pour faire des essais. Et j'ai fait des essais pour Sengoku, mais j'ai fait des essais pour Bouli, j'ai fait des essais pour Babar. À chaque fois, on fait des essais sur les personnages qu'on va doubler. Et on est pris ou pas pris. Et j'ai eu la chance d'être prise sur Oui Oui, sur Sengoku, sur les Pères Castor, beaucoup de choses avec lesquelles vous avez tous grandi, quoi. Et est-ce que vous vous imaginiez que l'aventure Dragon Ball allait durer si longtemps? Ah non, on ne pouvait pas imaginer que l'aventure allait durer si longtemps, parce que pour nous, c'était extrêmement nouveau, cette culture japonaise. On ne savait même pas où était le Japon sur une carte du monde, en fait, hein.
on ne connaissait pas du tout, les mangas papier n'existaient pas. Et il n'y en avait pas en France. Enfin, ça existait au Japon, mais en France, en Europe, et ce n'était pas diffusé, il n'y en avait pas encore. Donc, c'est les animés comme Dragon Ball et le Club Dorothée, en fait, qui a fait arriver cette culture japonaise, qui nous a un peu émerveillés, qui vous a émerveillés. Nous, on ne comprenait pas trop au début parce qu'on a grandi, on a été bercés par tout ce qui est un peu Disney, mignon, rond, joli. Et là, d'un seul coup, on avait un petit garçon avec des cheveux pointus. Les premières scènes, il fait pipi dans l'eau, il est tout nu. C'était un peu bouleversant pour nous. On ne savait pas où on mettait les pieds. Je n'arrivais pas à comprendre si c'était un petit garçon ou si c'était un petit animal. Et puis, ben voilà, au fur et à mesure, j'ai découvert, en même temps que vous, en fait, à chaque épisode, eh ben, j'ai découvert mon personnage. Et effectivement, je ne pouvais pas imaginer une seconde que 30 ans après, je serais avec lui encore, quoi. Et comment vous expliquez alors aujourd'hui que ça ait duré si longtemps avec du recul et comment vous... C'est très difficile à expliquer, mais je pense que ce personnage et ces animés ont parlé à beaucoup de gens, à beaucoup d'enfants, parce que déjà, ça les représentait. Et pour une fois, on pouvait parler de choses dont on ne parle pas habituellement dans les animés. Le manga et les animés japonais parlent de tous les sujets, la vie, la mort, l'amour, la camaraderie, l'aide, voilà. Et même quand on est un super-héros, en fait, on n'est pas parfait. Dans Dragon Ball, les super-héros, même Son Goku, il n'est pas parfait, quoi. C'est un super-héros, mais des fois, il est bête. Et puis, Vegeta, ben, il se met facilement en colère, il triche, et voilà, et ça ne l'empêche pas de sauver le monde. Et ça, c'est chouette. Et du coup, les enfants pouvaient s'identifier, je pense, plus facilement à tous ces petits héros qui, finalement, leur ressemblaient, parce que est-ce que chacun de nous est parfait? Peut-être pas. Et est-ce que vous avez suivi la polémique autour du doublage du dernier Pixar qui a été confié à des acteurs de cinéma qui ne sont pas spécialistes du doublage à la différence. Alors non, je n'ai pas suivi, mais... Il y en a qui critiquent le choix de prendre des star talent. Ouais. Alors qu'à l'inverse, le film Mario a été doublé par des doubleurs professionnels et apparemment... On nous les envie dans le monde entier. Bah, tant mieux, c'est bien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Juste le retour des choses. Je pense qu'à part, le doublage français, déjà, il est très particulier parce qu'en fait, on est très précis sur le doublage. Et c'est une culture qu'on a depuis fort longtemps, en fait, même avant-guerre. Et du coup, on est très, très précis, on fait très attention au choix des comédiens, etc. Mais voilà, et après, aujourd'hui, on est dans un monde économique, chacun sait, et le cinéma est économique. Donc, beaucoup de distributeurs ont pensé qu'en mettant des star talents, ils allaient vendre plus ou mieux, ou avoir plus de visibilité, ou plus de pubs autour d'eux, etc. Et que ça coûterait moins cher, du coup. Mais je ne suis pas sûre qu'en fait... le public s'y retrouve. Après, c'est des choix, quoi. On ne peut pas lutter contre ça. Là où ça me fait plaisir, c'est quand un film comme Mario cartonne, parce qu'effectivement, du coup, on reconnaît le travail et le talent des comédiens qui font du doublage, et de se dire, ben, là-dedans, il y a des sacrées personnes. Après, ce que j'aime pas dans le Star Talent, c'est quand on prend un comédien connu, ben voilà, c'est un comédien connu, c'est un peu dommage qu'il remplace quelqu'un, on pourrait lui donner un rôle qu'il ne remplace pas. On pourrait créer un rôle pour lui. Mais, comment je veux dire, ce qui est dommage, c'est quand on prend un footballeur ou un présentateur ou un je ne sais pas quoi, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le métier de comédien. Et là, c'est vexant pour nous. Ça veut dire que, en fait, n'importe qui peut faire ce métier et
ça passe, quoi. Ça le fait. Et je crois que c'est pas possible, en fait. Et je sais pas si un gamin de 8 ans qui regarde un dessin animé se dit « Ah, c'est chouette parce qu'il y a la voix de machin qui présente une émission sur TF1, quoi. » Je pense pas que ce soit dans l'idée. Est-ce que le métier de doubleur est mal considéré en France? Vous avez pu comparer votre situation à celle de vos homologues japonais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des seiyuu, de leur perception dans leur pays par rapport à ce que vous vivez en France? Même si vous êtes une des doubleuses les plus connues, si ce n'est la plus connue, c'est pas, ça reste quand même très oui, rare. alors, on a des statuts particuliers, effectivement, parce que au Japon, les seiyuu sont des stars, mais des grandes stars des dieux, ils sont déifiés. Hein. Masako Nozawa, mon homologue, là-bas, c'est Dieu sur Terre. Et il est hors de question de la remplacer, il est hors de question d'y toucher. C'est une perle, quoi. Et en France, on n'a jamais eu ce genre de statut, parce que ce n'est pas dans nos habitudes, quoi. Et puis, je pense qu'on se tarifie moins les comédiens, même de théâtre. Hein. Il y a des gens qui travaillent au théâtre, qui ont des rôles extraordinaires, et on n'en parle pas plus que ça. On parle beaucoup des comédiens de cinéma, en fait, en France. C'est eux les stars. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça, en fait, de ne pas être reconnu. Ce qui est important, c'est d'être reconnu par son public, et ça, c'est génial. Et ça, je l'ai, et ça me rend heureuse. Et puis être reconnu par sa communauté, quoi, les gens qui me font travailler. S'ils continuent de me faire travailler, c'est que finalement, ce que je fais, c'est pas trop mal, quoi. Voilà. C'est ça qui est important pour un comédien. Après, à faire la une des journaux tous les jours, etc., je suis pas sûre que ce soit une fin en soi. Enfin, tant mieux si on en parle, mais ce qui est important, c'est de parler du spectacle qu'on est en train de jouer ou qu'on est en train de faire. Mais est-ce que c'est important de parler du comédien lui-même tout seul? Je ne sais pas. Et justement, sur quel projet vous travaillez actuellement? Est-ce que vous êtes beaucoup sollicité, pas assez à votre goût? Est-ce qu'il y a des films ou d'autres... Voilà, Sangoku, bon, on sait que vous êtes attaché à ce personnage, Bien mais est-ce sûr. que vous aimeriez qu'on vous donne une chance sur d'autres projets, sur des voix adultes? Est-ce que vous avez des frustrations? On a toujours des frustrations parce qu'on a toujours envie de tout faire, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien retourner sur des Miyazaki, des Ghibli. Voilà, j'aimerais bien qu'on pense à moi pour ce genre d'œuvre. Mais voilà, je suis hyper bien servie, quoi. J'ai une chance inouïe, je travaille tous les jours de mon métier depuis que j'ai 20 ans et j'ai pas le droit de me plaindre. Après, on a toujours des envies, heureusement, et tant qu'on a des envies, il faut continuer de rêver, quoi. Aujourd'hui, je suis sur Ranking of King pour Crunchyroll, je suis sur d'autres films pour ADN. Voilà, je suis ravie. Et puis, à Japan Expo, je vais pouvoir faire une lecture avec des camarades qui font du doublage, pas que, mais qui font du doublage, et un musicien pour lire un Smartoon en public, pour que les gens voient aussi que comédien de doublage, c'est vraiment être comédien. Et qu'il faut savoir être sur scène, il faut savoir donner une intention, il faut savoir jouer la comédie. C'est pas seulement de la lecture, quoi. On ne fait pas du karaoké. Est-ce que votre métier est menacé à l'heure des plateformes, de l'IA? Alors, à l'heure des plateformes, non, notre métier n'est pas menacé parce que les plateformes nous donnent du travail. En revanche, à l'heure de l'IA, oui, notre métier est menacé parce que qu'est-ce qu'on va en faire? Ça, on ne sait pas. Tant qu'on ne sait pas, tant qu'il n'y a pas de règles, ça peut être un danger. Ça peut être une arme aussi, mais ça peut être un danger. Voilà, et c'est surtout pour les comédiens qui doublent des acteurs vivants, pour eux, ça met en cause beaucoup leur travail. Après, ce que je pense, et alors peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que moi, je travaille beaucoup en création de dessins animés, je travaille beaucoup avec les créateurs français, avec les équipes comme les Bobby Pills, avec comment il s'appelle, Davy Mourier pour La Petite Mort, etc.
Et là, on ne peut pas prendre une voix puis en IA puis la faire jouer comme ça, puisqu'il n'y a rien avant. Il faudra toujours des créateurs. Et j'espère. Et j'espère et je me dis, vive la création. Et du coup, voilà, on sera sauvé peut-être par les créateurs, par la création, par les lectures en public. Et quels sont vos rapports avec votre communauté, justement comment vous interagissez, alors, soit en ligne, soit dans la vraie vie, avec vos fans Bien, avec ma communauté, en fait, on a beaucoup d'échanges parce qu'en fait, je travaille beaucoup sur ma chaîne YouTube où je raconte un petit peu l'envers du décor de mon métier, les curiosités qu'il peut y avoir, comment on fait ce métier. Et puis le week-end, souvent, je suis en convention avec le public qui vient me voir, mais vraiment à profusion, quoi. Puis c'est exponentiel d'année en année et c'est super. Ils vous font des cadeaux, non? Ah oui, j'ai toujours des cadeaux. En fait, souvent, je vais en convention avec une valise à moitié vide, ce qui fait que je reviens avec des dessins. Puis j'adore, parce qu'il y a des dessins de dessinateurs professionnels, mais il y a aussi des gens qui sont passionnés par ce que j'ai fait, qui essayent de le dessiner. Puis il y a les gamins qui dessinent sur leur cahier de classe et on voit que la page elle a été déchirée, mise dans la poche, etc. Et c'est super, j'adore ces petits dessins. Puis on me nourrit beaucoup en convention, on m'apporte du chocolat, de la bière. Je pense que tout le monde pense que je suis une épicurienne. Je pense que voilà, l'image de Brigitte. C'est vrai en plus. Et alors, sur un sujet un peu plus sérieux, il y a 30 ans, 30 ans, oui, je pense, Ségolène Royal avait accusé le Club Dorothée et les mangas d'abrutir les enfants, en gros. Et beaucoup plus récemment, Emmanuel Macron a lié ce qui se passait... avec les jeux vidéo. Voilà. Il a lié les émeutes aux jeux vidéo. Qu'est-ce que vous pensez? On est en boucle, hein. C'est débile de penser ça. C'est des paroles d'adultes qui ne connaissent pas les jeunes, qui ne connaissent pas cette communauté. La communauté du jeu vidéo et des animés et des mangas, les gens qui ont cette culture geek, mais moi je leur dis, mais venez avec moi en convention, suivez-moi. J'aimerais bien que Ségolène, elle voit aujourd'hui tous les abrutis que j'ai fait grandir, voir comment ils sont gentils, comment ils sont polis, comment ils peuvent attendre des fois 3 à 4 heures pour avoir une signature sans jamais se bousculer, sans jamais se disputer, en discutant les uns avec les autres, en prenant patience et tout. C'est une communauté extraordinaire. Moi, j'ai un compte Twitter. Quand j'ai ouvert mon compte Twitter, je me souviens, il y a Cyprien, le youtubeur, qui me disait « Méfie-toi parce que des fois, c'est hard. Hein. » Et en fait, je sais pas, j'ai jamais eu de soucis avec mes réseaux, jamais. Et peut-être au tout début, il y avait des gens qui disaient « Ouais, mais moi, j'aime pas la VF et tout ça. » Ils se sont fait tellement jeter par la communauté qu'ils ne sont jamais revenus, en fait. Et ça, c'est génial. Et c'est ça qui est important. Et ouais, alors ces discours, ils sont ringards, je pense. C'est pas parce qu'on joue à un jeu vidéo que... Puis c'est des gens qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo qui peuvent dire ça. Parce que je vois pas comment, en jouant à un jeu, on devient... Et je suis sûre que Emmanuel Macron, il a joué avec des petits soldats quand il était petit, ou avec des voitures, où il écrasait des trucs. Il a jamais... Je suis sûre qu'il a écrasé une fourmi un jour. C'est pas pour ça qu'il écrase les gens dans la rue. Je sais pas, c'est bizarre de relier le jeu et ce qu'on regarde à la réalité. C'est justement pas comme ça que ça se passe. Non, mais c'est difficile hein, de voir cette non-évolution des choses. Et c'est vrai que j'aimerais bien que Ségolène Royal vienne un jour avec moi en convention et voir tous ces serial killers devant elle, vraiment. Parce que moi, j'ai mon boulanger qui devait être serial killer, mon dentiste, mon ostéopathe, tous les gens autour de moi dans mon quartier, c'est tous des fans de Dragon Ball, quoi. Et ils ont grandi avec, ils n'ont pas l'air anormaux. Hein. J'en ai pas vu.